peu ça. Je suis rendu un sirop pour les enfants. Bienvenue dans cette nouvelle capsule à micro ouvert avec Culture 3R. Je suis actuellement dans la salle Anaïs Allard-Rousseau avec Louis T. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Ça fait plaisir. J'ai mis des bas courts. J'avais pas pensé que j'allais être assis comme ça, mais je suis désolé pour les gens à la maison. C'est pas très chic. Pourquoi appeler son spectacle Mal Alpha? Et c'est quoi pour toi la définition d'un mal alpha? C'est une bonne question qui est pas nécessairement simple à répondre. J'ai appelé ça Mal Alpha parce que c'est un spectacle qui parle de la condition masculine. C'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et je cherchais une façon de rendre ça un peu ludique. Je sais que c'est un terme qui peut être lourd de sens, mais quand c'est moi qui le dis, ben ça devient un peu plus rigolo parce que le monde comprenne que c'est pas une prétention que j'ai d'être un mâle alpha, puis c'est pas quelque chose à laquelle j'aspire. Donc c'est pour ça le titre, parce qu'au début j'avais pensé des titres beaucoup trop sérieux comme la crise de la masculinité, puis là personne ne serait venu voir ça parce que ça aurait pas fait humour, ça aurait fait comme une conférence. Fait que je voulais que ce soit clair qu'il y a de l'ironie puis qu'il y a du drôle là-dedans. Donc c'est pour ça mâle alpha. Et c'est quoi pour moi un mâle alpha? C'est encore là, c'est une bonne question. Ça peut être plusieurs choses, mais là, je vais vous donner la définition de ceux qui utilisent ce terme-là, qui ne fait pas partie de mon vocabulaire nécessairement, mais on dit que c'est un homme qui est dominant, qui est fier, qui est fort, qui est viril, le chef de la meute. Ça serait ça, un homme mâle alpha. Puis on apprend dans le spectacle si j'en suis un ou pas. Je vous dirai pas. Bon, faudra venir voir le spectacle. D'ailleurs, donc Mal Alpha, c'est ton 3e spectacle. Donc pour les gens qui sont venus voir tes 2 premiers spectacles, est-ce que tu peux nous dire ce qui est nouveau avec cette proposition? Ce qui est nouveau, c'est sûr que tous les humoristes vont toujours dire ça, que c'est mon spectacle le plus drôle, c'est mon meilleur, mais dans mon cas, c'est vrai, c'est ça. Non, mais c'est une démarche qui a été différente de mes autres spectacles, où dans mes autres spectacles, je pense que j'aimais mettre de l'avant les choses que j'avais apprises, puis les choses que je maîtrisais, les concepts et tout, puis j'aimais un peu... pas éduquer, parce que c'est un peu une position un peu trop hautaine, mais j'aimais partager de l'information aux gens, c'est ce que j'avais appris. C'était bon, je suis fier de mes 2 autres spectacles, mais c'est pas la démarche que j'ai prise dans ce spectacle-là, où j'ai décidé de mettre les blagues et l'humour devant le message. Je pense qu'avant, je mettais le message devant et l'humour était derrière, puis là, j'ai fait l'inverse. Donc, ça laisse place à plus d'interprétation, c'est-à-dire que les gens vont devoir un peu plus travailler pour comprendre qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je veux dire. Il y a des gens qui le saisiront pas, puis c'est bien correct, ça fait partie du plaisir aussi qu'il y a des gens qui rient sans trop comprendre ce que je dis. Et ceux qui seront un peu plus perspicaces vont comprendre derrière le sens de mes propos. Mais donc, c'est un spectacle qui est plus humoristique dans le sens de ce qu'on voit habituellement. C'est plus niaiseux un peu à part moment. C'est plus tannant aussi. On sait d'ailleurs que tu es un homme très informé au courant de l'actualité. Est-ce que c'est parfois difficile d'aborder l'actualité dans un spectacle d'humour? Oui, pour plusieurs raisons, parce que bon, ça change beaucoup, ça évolue. Mais moi, ma pensée et ma vision des choses changent pendant les semaines et les mois à laquelle je réfléchis à ça. Il y a aussi que ça polarise, ça divise la salle. C'est pas toujours facile de se prononcer sur les enjeux sociaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que, de ce que je décrivais, j'ai décidé d'enrober un peu plus ces prises de position-là dans beaucoup d'humour pour que ça passe mieux auprès de tout le monde, parce que j'aime l'idée de rassembler, de créer des ponts un peu, puis moi, je sème des graines maintenant. Avant, je disais vraiment aux gens quoi penser. Au début là, de l'entrevue, j'ai dit que j'essaie de pas être moralisateur, mais la vérité, c'est que je l'ai été bien longtemps. Puis j'ai vraiment dit aux gens, voici ce qu'il faut penser. Puis là, j'ai un peu changé ma façon de faire. Je pense que c'est peut-être plus hypocrite. J'allais dire c'est plus subtil, mais peut-être un peu plus hypocrite aussi. Donc, je parle de l'actualité au sens large, puis je l'enrobe dans un goût de raisin comme le sirop pour les enfants. C'est un peu ça. Je suis rendu un sirop pour les enfants. Tu es grandement impliqué dans la cause de l'autisme, puisque tu as toi-même un diagnostic d'Asperger. Chez Culture 3R, on mise beaucoup sur l'inclusion, sur l'accessibilité, puisqu'on propose notamment des spectacles aux enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Comment, selon toi, la culture, elle peut agir en tant que vecteur d'intégration des personnes autistes? C'est fascinant parce que, bon, il y a l'humour, il y a la culture en général, mais la culture, l'humour, ça c'est très précis, mais la culture, c'est un véhicule de codes sociaux. C'est une façon de comprendre la société, puis c'est pas toujours facile pour les personnes ayant la condition autiste, que ce soit avec haut niveau de fonctionnement ou non, de comprendre ces codes-là. Fait que je pense que c'est un excellent véhicule pour ça.
parce que ça permet des fois, autant quand on l'exprime que quand on le regarde, ça permet de comprendre la société, ça permet c'est une façon de fluidifier tout ça, parce que c'est difficile pour ces gens-là, souvent, puis je m'inclus, là, de comprendre, tu sais. Puis quand on l'enrobe d'art, puis que ce soit du théâtre, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique ou de l'humour, bien, ça permet de rentrer un peu dans ce que les gens normaux, les neurotypiques, vivent et comprennent. Fait que moi, je trouve que c'est exceptionnel. Chez Autistes sans limite, qui est un organisme que je parraine à Montréal, on fait beaucoup de choses, mais aller voir de l'art, ça fait partie des choses qu'on fait. Puis on voit comment ça permet aux jeunes de grandir puis de s'exprimer là-dedans. Fait que c'est bon pour tout le monde, l'art, mais c'est bon aussi et surtout pour cette clientèle-là. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu seras en spectacle le 14 novembre prochain, donc au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. On invite d'ailleurs tous les gens qui nous regardent à venir te voir. Est-ce que tu pourrais nous décrire Louis T en 3 mots? Pertinent, tannant, nono. Parce que ça dépend des moments de la journée. C'est le moment, c'est le segment de donc sa question pioche dans le bocal. Donc je t'invite à piocher une question, à pas forcément la regarder, c'est moi qui vais la lire. Okay. Hop. Tu co-animes le podcast Kim versus Louis avec l'autrice et scénariste Kim Lévesque-Lisotte. Si je te propose la chance inouïe de ramener une personnalité à la vie, le temps d'une entrevue lors de votre prochain épisode, qui choisirais-tu entre le politicien René Lévesque, le joueur de hockey Guy Lafleur, dernier choix, le chanteur des colloques Dédé Fortin? Je veux pas insulter la mémoire des 2 derniers, mais je parlerai avec René Lévesque. Évidemment, j'aimerais vraiment avoir sa lecture de l'état actuel. J'aimerais avoir sa vision de ce qui se passe présentement. J'aimerais ça qu'il puisse nous en parler, de comment il voit ça, puis avec la sagesse qu'il avait et qu'on lui connaissait, nous donner des conseils. Excellent choix. Merci beaucoup en tout cas, Louis T, de t'être prêté au jeu. On te retrouve du coup le 14 novembre prochain. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. C'était Gwenaëlle pour Culture Trois-Rivières.